Je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Bonjour à tous à nouveau pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, on va être ensemble là pour la prochaine heure et on va vous présenter les résultats de l'évaluation zéro déchet plastique qu'on mène maintenant tous les 2 ans depuis 2019. Donc, je vous présenterai l'équipe qui est à mes côtés. Donc, a priori, au niveau des règles du jeu, donc on est un petit peu sous un format fermé. Je suis désolée par avance, vous n'aurez pas la capacité d'activer vos caméras. Par contre, pour poser vos questions, vous avez le chat qui est disponible tout au long du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions, on pourra ensuite les poser pour vous à la suite de nos interventions respectives. Et sinon, vous aurez la capacité aussi de lever la main si vous voulez prendre la parole. Pour le coup, vous pourrez activer vos micros. En fin de webinaire, on aura une 10-15 minutes qui seront dédiées aux questions-réponses. Et comme d'habitude également, si vous avez déjà accédé à des webinaires à RBE, on enregistre le webinaire. Tout sera accessible en ligne, en replay à la suite. Donc au niveau du déroulé, là, pour l'heure qui est à venir, je vais vous représenter, mais très très rapidement, l'agence, la RBE en quelques mots. On vous rappellera également les objectifs de l'enquête, donc qui est menée pour rappel tous les 2 ans maintenant, depuis 2019. On vous présentera également les détails de la méthodologie et le périmètre qui ont été mis en place tout au long de cette évaluation. Et puis, ce que vous attendez tous, j'imagine, ce sont les résultats qu'on a pu donc extraire grâce à l'ensemble de vos réponses à cette évaluation. Et enfin, on aura donc la ville de La Ciotat qui présentera un témoignage sur une action ciblée qui nous paraît particulièrement intéressante et qui pourra potentiellement vous inspirer pour la suite. Et enfin, donc, comme je vous le disais, 10-15 réponses sur les questions. N'hésitez pas, vous pouvez aussi poser vos questions vraiment tout au long du webinaire. Donc, comme je vous le disais, donc moi, Claire Poulin, je suis en charge de la mission zéro déchet plastique à l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement depuis 2019 maintenant. On a été accompagné par le bureau d'études Circulab tout au long de l'évaluation. Donc, on a à nos côtés aujourd'hui Justine et Benjamin ainsi que Stéphane qui interviendront juste à la suite de ces précisions. Et enfin, Sandra Cary de la ville de La Ciotat, donc, qui interviendra pour présenter une initiative exemplaire. Donc très rapidement, je pense que vous nous connaissez à peu près tous, mais la RBE, c'est un établissement public de coopération environnementale, c'est-à-dire que donc nous avons particularité d'avoir une gouvernance très variée dans notre conseil d'administration. Nous comptons à la fois des représentants de l'État et établissements publics, notamment la région Sud, l'ADEME, également des représentants des associations, du secteur économique, le personnel également est représenté dans notre conseil d'administration et certaines collectivités. Ce qui va aujourd'hui, nous parlons de la mission zéro déchet plastique. Cette mission, elle est pilotée depuis 2019 par la région Sud et l'ADEME qui nous ont confié donc l'animation en région Provence-Alpes-Côte d'Azur de 2 dispositifs d'engagement, la charte régionale zéro déchet plastique et la charte nationale plage sans déchets plastiques. Donc actuellement, vous êtes, donc là, j'ai pas donné donc on est à 365 signataires engagés dans l'une ou les deux chartes, donc vous faites la plupart partie. Donc comme je vous l'ai dit, donc au niveau de ces deux chartes, vous êtes à la fois des acteurs publics, collectivités, intercommunalités, métropoles, mais aussi un nombre assez conséquent d'associations, de gestionnaires de milieux naturels, d'entreprises également et quelques établissements scolaires. Je vais laisser la main à mes collègues de Circulab et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de nos interventions. Merci beaucoup Claire. Bonjour à toutes et tous. Enchantée pour celles et ceux qu'on n'aurait pas vu au webinaire de lancement de l'étude. Avant de prendre la suite, je souhaitais vous remercier pour votre participation à cette étude, parce que sans vos participations, on n'aurait pas pu produire ce rapport d'évaluation 2025. Donc merci beaucoup et évidemment bravo pour toutes les actions entreprises jusqu'à maintenant. Donc je suis Justine et je vais vous présenter les résultats. S'il y a des questions, je suis effectivement accompagnée de Stéphane et de Benjamin qui pourront m'aider à y répondre. Et au besoin, on pourra poursuivre les échanges par la suite, par mail ou par téléphone. Déjà, pour le rappel, donc les objectifs de l'étude, il y avait 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'était d'évaluer l'état de la mise en œuvre des plans d'action et leurs impacts.
Ensuite, le deuxième objectif, c'était d'identifier les actions et les démarches remarquables sur certains territoires. Et enfin, d'appréhender l'utilité des outils d'accompagnement de l'arbre et vos besoins complémentaires pour poursuivre cet accompagnement. Le livrable, il est d'ores et déjà disponible dans la mesure où le rapport d'évaluation 2025 a été publié sur le site de la RBE hier. Vous pouvez également le télécharger en scannant, excusez-moi, le QR code que vous voyez à l'écran. Et puis, de toutes les manières, avec le replay du webinaire, le lien vous sera partagé. Euh, Peut-être pour la méthodologie et le périmètre, on va commencer, reposer ces bases-là avant de rentrer dans les chiffres. Le L'étude, cette année, on a décidé de la mener à travers un questionnaire en ligne auquel vous avez donc répondu. On a eu 116 répondants, donc parmi les 157 acteurs publics qui ont été interrogés, ce qui représente 74% du panel. On en avait eu 107 en 2023. Donc on a des réponses supplémentaires et suffisamment de réponses pour pouvoir aussi comparer quand ça a été possible avec 2023. La période d'enquête, ça a été donc d'avril à juillet. On a profité du mois d'été pour consolider l'ensemble des résultats chiffrés, mais également qualitatifs. Et on est reparti d'une logique assez simple, hein, qui sont les trois objectifs de la charte sur lesquels on reviendra juste après, et les 29 actions. Et donc, on a croisé les données, c'est-à-dire à la fois le taux de mise en œuvre des actions par les acteurs publics répondants, des exemples concrets et enfin des freins et leviers. Pour en venir aux principaux résultats, avant de rentrer dans le détail des actions, on vous présente des résultats chiffrés pour, dans un premier temps, l'objectif numéro un sur la sensibilisation. On a deux typologies de résultats. On a les résultats en termes de pourcentage de communes ayant mis en place des actions. Et ensuite, on a des résultats quantitatifs en termes d'impact, c'est-à-dire combien de personnes, par exemple, ici, ont été touchées par ces actions. Sur la partie sensibilisation, on a donc 75% des acteurs publics, des structures répondantes qui ont sensibilisé des citoyens. On en a 82 qui ont sensibilisé des enfants ou des scolaires. 80% qui ont sensibilisé les élus et les agents. En termes d'impact, cela représente 709 000 citoyens ciblés, même 710 000 si on arrondit, 4 676 écoles, plus de 1600 élus et presque 8 800 agents et agentes sensibilisés. En ce qui concerne les autres actions de sensibilisation, moins sur le public touché, mais plutôt sur les actions transversales ou sur des actions complémentaires, on a 74% pardon, des acteurs publics qui ont organisé le ramassage de déchets plastiques. Et ensuite, en ce qui concerne les actions transversales, on va y revenir juste après, mais on a 38% des acteurs qui ont formé un groupe de travail transversal et 22% ont un budget dédié. Au total, si on rajoute les nouvelles, enfin d'autres cibles, on a plus de environ 1500 commerces qui ont été impliqués, notamment sur le réemploi. On a 450 acteurs du secteur du tourisme qui ont été sensibilisés et 395 communes qui ont été accompagnées via les EPCI. On détaillera de nouveau après ces différents résultats et on présentera des exemples d'actions, mais on parlera aussi des freins et des points de vigilance, freins pardon, et leviers. En ce qui concerne la prévention, sur la prévention, par exemple sur la restauration collective, on a 2 697 000 repas qui ont été servis sans plastique à usage unique, ou en tout cas des repas dans lesquels il y a eu une réduction ou une suppression de certains plastiques à usage unique. Et on a aujourd'hui 62 355 points d'eau potable accessibles. Donc là, on est sur du cumulé. Donc c'est évidemment pas uniquement les chiffres de 2025, hein, c'est tout ce qui a pu être mis en place depuis la signature des chartes. Et donc aujourd'hui, au moment où on vous parle, ou en tout cas plutôt au moment où on a clôturé l'étude, on avait plus de 62 000 points d'eau potable qui étaient accessibles dans l'espace public, mais également dans les établissements recevant du public.
En termes de pourcentage d'acteurs publics engagés, 59% des acteurs sont engagés dans la réduction du plastique dans les achats publics, 55% dans la restauration collective et 49% dans les usages internes des établissements publics. Enfin, sur le troisième objectif, donc sur la gestion et la valorisation des déchets, 70% des acteurs ont mis à disposition des conteneurs pour le tri. On y reviendra, c'est l'action sur laquelle on a eu le plus de répondantes, en tout cas le plus d'acteurs mobilisés. 66% des structures ont optimisé leur système de collecte et de tri. 66% ont mis en place des actions sur la lutte contre les mégots de cigarettes. On a plus de 1000 tonnes de déchets qui ont été collectés. On a 55% d'actions pour limiter la dispersion des déchets dans les réseaux d'eau, 42% des structures organisatrices de ramassage, donc 42% ont organisé des actions de ramassage, et 31% des acteurs ont supprimé des poubelles. Voilà. Ensuite, sur les évolutions pardon, entre 2023 et 2025 en termes de dynamique et d'évolution. Ce qu'on a pu constater, si on compare les chiffres, c'est qu'on a plus de 33% de communes sensibilisées par rapport à 2023. On a eu une augmentation de 26% de tonnes de déchets collectés lors de ramassage citoyen. On a eu une augmentation aussi de 28% de repas servis sans plastique. Et ensuite, en ce qui concerne le panel de répondants, on a 8% d'acteurs publics en plus qui ont répondu. Donc, comme je l'évoquais en introduction, on est passé de 107 à 116 répondants. Ça, c'est sur les principaux résultats chiffrés. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre dans les détails de ces actions. Peut-être avant, je vais voir s'il y a des questions de clarification. Donc, je vois qu'il s'est passé des choses dans le chat. Non, a priori, pour l'instant, C'est bon? pas de questions. Ouais. Parfait. Donc, c'était peut-être des personnes qui se présentaient. Super, ben, on va enchaîner. En ce qui concerne les actions transversales, c'est ici essentiellement, ça va concerner essentiellement le pilotage et la gouvernance. On a donc une première action qui concernait la mise en place d'un groupe de travail transversal. Ici, parmi les 116 répondants, on a donc 38% d'acteurs publics qui ont mis en place un groupe de travail transversal, ce qui correspond à 44 acteurs. On en avait 43 en 2023. Une autre action qu'on a souhaité évoquer ici, c'est la mise en place d'un budget dédié à la démarche. Dans le budget dédié à la démarche, on a donc 22% des acteurs publics qui déclarent avoir un budget dédié au zéro déchet plastique, 72% qui n'en ont pas et 6% pour lesquels ce budget est en cours de définition. Maintenant, si on devait faire des liens et interpréter ces données chiffrées, déjà la première chose, c'est qu'on voit que parmi les acteurs publics qui ont un groupe de travail, uniquement 14 ont un budget dédié et 5 en cours de définition. Et parmi les groupes de travail en définition, 4 sont sans budget et 1 en cours de définition. Donc on voit ici hein, que ce n'est pas systématique la création voilà, le fait d'attribuer ou de dédier un budget au groupe de travail, parce qu'on voit également que dans certains cas, parmi notamment les 67 acteurs publics sans groupe de travail, 12 ont un budget dédié. En revanche, ce qui est remonté de la part des acteurs, c'est que la mise en place du groupe de travail facilitait souvent la structuration budgétaire et aussi la transversalité des politiques publiques. Maintenant, sur les principaux postes de dépenses qui nous ont été remontés par les répondants, on a, peut-être sans surprise pour vous, je ne sais pas, en tout cas, on a tout ce qui concerne la communication et la sensibilisation. On a tout ce qui concerne l'amélioration du tri des équipements, la restauration collective sans plastique et la pédagogie scolaire, tout ce qui est aussi de l'aménagement dans les espaces verts, trouver des alternatives, substituer certains produits ou matériaux et la réduction des plastiques en milieu naturel. Le remplacement du jetable, notamment sur les événements, et les opérations de nettoyage. Donc on voit que c'est des postes de dépenses, sans surprise, qui vont concerner de l'infrastructure, de l'équipement, qui vont concerner aussi de l'investissement, par exemple, dans des nouveaux contenants ou des nouveaux dispositifs, et puis aussi du temps homme, hein, avec de la mobilisation, notamment pour tout ce qui va pouvoir être sensibilisation ou communication.
Ensuite, pour l'objectif numéro un. Donc, pour rappel, l'objectif numéro un, il concerne la sensibilisation aux enjeux des pollutions plastiques. Ici, il faut garder en tête que c'est sur cet objectif qu'on a le plus d'actions qui ont été mises en place. La sensibilisation, elle reste vraiment au cœur des démarches et c'est un petit peu le socle commun et le point commun aussi entre tous les acteurs publics. Euh, on vous présente sur la partie droite de l'écran un diagramme qui représente la part des acteurs publics ayant mis en place des actions de sensibilisation selon les types d'actions déployées. Vous voyez ici les différents types d'actions, de la sensibilisation des élus jusqu'à déployer l'information sur les déchets et le tri, et le pourcentage d'acteurs publics ayant mis en place une ou plusieurs actions en lien avec ce sujet-là. En vert, les acteurs publics ayant mis en place des actions. En bleu, les acteurs publics n'ayant pas encore mis en place des actions. Et en violet, les acteurs publics identifiés comme non compétents. La hiérarchie ici, je préfère le préciser, c'est pas une hiérarchie comme vous le voyez par chiffre. C'est pas du tout par ordre ni chronologie, enfin ni croissant ni décroissant. C'est juste une hiérarchie par ordre des chapitres. Vous verrez que dans le rapport, l'ordre ici correspond à l'ordre des chapitres pour juste une question de lisibilité. Donc maintenant, si je devais présenter les actions en commençant par celles qui ont été mises en place par le plus d'acteurs publics, on va retrouver tout ce qui concerne le déploiement d'informations sur les déchets et le tri, avec 84% d'acteurs répondants ayant mis en place des actions sur ce sujet-là. Ensuite, on va trouver la sensibilisation des scolaires et des enfants. Et en top 3, on va retrouver la sensibilisation des élus et des agents. Sur la sensibilisation des communes, on a une grande partie qui n'est pas compétent. Donc les 27% ici correspondent aux EPCI. Et puis on va avoir la sensibilisation des acteurs du tourisme qui est, disons, le public en termes de sensibilisation sur lequel il y a des difficultés qui ont été identifiées, mais aussi de nouveau là où on a plusieurs répondants qui ne sont pas compétents, car non concernés par cette cible. Pour vous présenter quelques exemples d'actions concrètes, on a sur les actions de sensibilisation, les interventions dans les écoles et également les défis famille zéro déchet qui ont pu être lancés par certaines structures. Les ramassages avec Nettoyons le Sud, le World Cleanup Day, donc la participation aussi à des événements soit régionaux, nationaux ou mondiaux. Il y a également le déploiement d'une communication locale, si je puis dire, soit matérielle à travers des affiches, des panneaux, mais également immatérielle à travers les réseaux sociaux, avec ici de l'information et de la communication, presque de la formation. Ensuite, sur la partie formation, connaissance, il y a l'organisation de fresques du climat, la création de guides et des formations CNFPT, donc via le CNFPT. Et enfin, la participation au dispositif REMED, zéro plastique. Parmi les freins qui sont remontés, et on en a choisi 4 ici. Le premier, c'est le manque de temps et le manque de moyens humains. On a également un frein qui est lié à on va dire, la mobilisation inégale des citoyens hors temps fort. Donc, ce que veut dire ici, c'est la difficulté à trouver les bons moments pour solliciter les citoyens et les citoyennes et le fait que c'est voilà, très variable. Le suivi et la coordination qui sont encore à consolider et ensuite des contraintes évidentes organisationnelles. 3 leviers qui sont ici des leviers donc, qui vont faciliter le succès de ces actions-là, mais aussi la mise en place de ces actions. Déjà, la coopération entre acteurs locaux qui ressort la majorité du temps.
l'animation de réseaux territoriaux et l'appui sur des événements phares. Donc ça rejoint aussi la difficulté à mobiliser hors temps fort. Donc ça va être plutôt que de créer des actions nouvelles, je dirais, c'est de s'appuyer sur des événements phares ou des événements qui peuvent être existants dans lesquels inscrire ces actions de sensibilisation. Je précise que pour donc là le webinaire, on a fait quelque chose de très synthétique. Dans le rapport, vous avez donc évidemment le détail des chiffres, mais vous avez aussi des exemples qui sont donnés et on décompose encore davantage chacune des cibles et des actions mises en place. Sur l'objectif numéro 2 maintenant, ici, ça concerne donc la diminution de l'usage des matières plastiques. Ce qu'on peut de manière générale dire sur cet objectif, c'est que la prévention à la source progresse. Elle est essentiellement portée par des actions au niveau des achats publics, au niveau de la restauration collective et au niveau de l'événementiel. Néanmoins, c'est encore des actions sur lesquelles il y a des difficultés. On y reviendra après dans les freins. Donc il y a une progression, mais il y a encore, enfin il y a une progression par rapport à 2023, mais il y a encore une progression pour la suite pour continuer à, à les mettre en place et à parvenir à mobiliser. Si on prend la part des acteurs publics ayant mis en place des actions de diminution de l'usage des plastiques, donc de nouveau, vous retrouvez dans la partie de droite. Ici, en première position, on va avoir toutes les actions qui ont été mises en place au niveau des événements publics, avec 59% des répondants qui ont mis en place des actions au niveau des événements publics. Ensuite, on a, et comme on l'évoquait dans la petite phrase introductive sur l'objectif 2, les actions mises en place au niveau des achats publics. On donnera des exemples juste après. Et enfin, on a tout ce qui concerne donc la restauration ou les restaurations collectives. Au niveau du portage de repas à domicile, c'est là où il y a le plus de difficultés aujourd'hui. Et au niveau, les deux autres sont au niveau des terrains, des équipements de sport et de la valorisation des acteurs du réemploi. Euh, pour les exemples d'actions concrètes, donc le premier point, le premier type d'action, c'est donc la mise en place de nouveaux types de contenants ou de nouveaux matériaux au niveau de la restauration collective, le passage par exemple à l'inox ou au verre. Et également en termes opérationnels, si je puis dire, ça va être de mutualiser le lavage pour favoriser ces nouveaux contenants réemployables pour la majorité. Ensuite, au niveau des achats publics, on a la mise en place de clauses environnementales qui sont donc intégrées au marché public, par exemple l'exclusion du jetable, le fait de plutôt privilégier des achats durables. Au niveau des espaces verts, ça va être toutes les alternatives comme le paillage, comme les pots biodégradables. Donc là, on se situe plutôt aussi au niveau des matériaux, mais aussi au niveau des types de produits qu'on va utiliser ou qu'on va acheter. Pour les événements, la mise en place de chartes événements sans plastique qui vont pouvoir aider les acteurs à eux-mêmes se saisir de ces enjeux. Et on va même retrouver dans certains cas le prêt de vaisselle réutilisable pour les événements, notamment de gobelets. Ce qui permet de réduire l'usage des matières plastiques, c'est notamment de mettre à disposition des fontaines à eau ou des points d'eau potable pour participer à la suppression des bouteilles en plastique, avec souvent aussi cette mise à disposition de gobelets ou de verres réutilisables. Et enfin, au stade expérimental, la majorité du temps, mais il y a donc la consigne pour réemploi qui a pu être testée en partenariat avec des acteurs de la restauration. Sur les freins, on retrouve de nouveau des freins au niveau des moyens humains, mais aussi des budgets limités pour piloter, suivre et déployer. Et là, on est aussi sur des actions où il y a un besoin d'investissement dans beaucoup de cas. Un autre frein qui concerne la donnée et la traçabilité. Donc, une collecte de données qui va être difficile parce qu'elle n'existe pas ou parce qu'on n'a pas les bons interlocuteurs. Et souvent aussi une coordination entre les différents services qui va être insuffisante et qui va rendre aussi cette tâche de données et de traçabilité encore plus difficile. Parfois, les solutions techniques n'existent pas. L'offre n'existe pas, ou alors on a du mal à connaître ce qui fonctionne, tout simplement. Et ça va être à la fois dans la restauration, ça va être dans les équipements sportifs, dans les nouveaux matériaux.
Donc ça arrive dans beaucoup de cas. Un frein sur la diminution de l'usage des matières plastiques concerne le changement de pratique. Non pas que ce soit des changements qui soient voilà, qui fonctionnent pas, qui soient non voulus, c'est juste que c'est des choses qui mettent du temps. Ce qui nous a été remonté, c'est surtout la lenteur du changement de pratique ou les erreurs qu'on peut faire aussi quand on est dans un changement de pratique. Et enfin, le dernier frein, c'est le fait que les compétences soient aujourd'hui donc éclatées enfin, notamment au sein du périmètre de la collectivité, les actions ne font pas partie de ce périmètre-là et donc il va être difficile de mobiliser les bonnes personnes et donc derrière aussi évidemment les moyens financiers qui vont aller avec. Au niveau des leviers, plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'il y a des outils aujourd'hui qui sont structurants, par exemple le Spazer, qui apportent un cadre et qui vont orienter les marchés publics. Les clauses zéro déchet dans les marchés publics ou dans les marchés au niveau privé, donc que ce soit pour le réemploi, le recyclé, l'exclusion du jetable, etc., sont des choses qui fonctionnent aussi plutôt bien et qui sont assez faciles, en tout cas de ce qui nous est remonté à mettre en place, évidemment, quand il y a du renouvellement ou du nouveau marché. Ensuite, un élément plutôt de visibilité et de mobilisation. C'est tout ce qui est fait au niveau des grands événements, que ce soit festivals, sportifs, culturels, parce que ces grands événements sont des vitrines d'actions concrètes. Les programmes de prévention comme le PLP-DMA, donc les plans locaux de réduction des déchets ménagers, permettent de coordonner à la fois le public et le privé et d'aligner au niveau national, au même titre que le SPASER est un outil structurant, les PLP-DMA permettent de coordonner. Et enfin, il y a des financements au niveau régionaux ou nationaux qui peuvent être des moteurs pour l'amorçage et la mise en place des démarches. On va terminer avec le dernier objectif avant de donner la parole donc à Sandra pour la ville de La Ciotat. Le dernier objectif, c'est donc l'objectif numéro 3 sur la gestion, la valorisation et le recyclage des déchets plastiques. Là-dessus, toujours sur la part des acteurs publics ayant mis en place les actions, on va donc retrouver à 70% la à disposition de conteneurs de tri qui soient adaptés. Ensuite, on va retrouver parmi donc, les acteurs qui ont signé la charte plage sans déchets plastiques à 67% la mise en place d'actions au niveau d'un nettoyage raisonné. Et puis, on a 59% des signataires de la charte plage sans déchets plastiques qui ont formé le personnel, entre autres aussi sur le nettoyage raisonné. Si on revient sur nos 116 répondants, on a 66% qui ont mis en place des actions pour l'optimisation du tri et 65% qui ont mis en place des actions notamment relatives aux mégots de cigarettes. Donc là, on est sur un flux bien identifié qui est celui des mégots de cigarettes. En termes d'exemples d'actions, il y a le premier qui va être l'équipement des espaces naturels, avec des conteneurs de tri, souvent avec couvercle, pour éviter la dispersion tout simplement des déchets qui peuvent être parfois jetés. Ensuite, on a le fait d'adapter la collecte à la saisonnalité en termes de quantité, enfin en tout cas de nombre en termes infrastructurels, mais aussi en termes opérationnels, donc nombre de ramassages par exemple. Ensuite, en troisième action, on a le nettoyage manuel des plages, la formation des agents, des panneaux, etc. On a des plans anti-dépôts sauvages qui ont été mis en place. Donc, ça va être le fait d'avoir des bacs regroupés, le fait d'avoir des marquages au niveau des avaloirs, le fait d'avoir des barrages flottants. Pour les mégots, on a les bornes à mégots qui sont des choses que l'on voit apparaître. Et également, on a vu apparaître des partenariats avec les éco-organismes, notamment l'éco-organisme enfin, spécifique aux mégots. Et enfin, la caractérisation des déchets et des tableaux de bord locaux. Sur les freins, un des freins, et ça rejoint cet accès à la donnée qu'on évoquait sur l'objectif 2, c'est que les données sont très hétérogènes et les états des lieux sont non systématiques.
Euh, les ressources humaines, de nouveau, hein, limitées pour le suivi et la maintenance, le coût des équipements, donc pareil, hein, ça c'est un frein qui revient, et la coordination. Donc on voit bien que les freins sont, bien qu'on les ait ici scindés par objectif, reviennent d'un objectif à l'autre. Pour les leviers, le partenariat avec les éco-organismes et l'intégration, notamment sur les mégots, au sein des filières de responsabilité élargie du producteur. La mutualisation intercommunale, donc par exemple avec les marchés ou au niveau des équipements. Ensuite, sur les leviers pour une meilleure gestion et valorisation, c'est tout ce qui va permettre de suivre des outils, des méthodologies communes, mais également le dispositif RIMED vont servir de guide et vont également faciliter la coopération et le dialogue multi-parties prenantes parce que c'est des outils qui sont harmonisés. Et enfin, un dernier levier, ça va être le couplage d'infrastructures, que ce soit au niveau des bornes de tri et des cendriers, au niveau de la sensibilisation en croisant des démarches comme les nudges avec tout ce qui va être plutôt de l'ordre de la signalétique. Donc le fait de ne pas fonctionner en siloté. Voilà pour vous donner une idée de toutes les actions au niveau des différents objectifs. Peut-être avant de donner la parole à Sandra, j'aimerais savoir si vous avez des questions sur ces actions Petit commentaire peut-être. ou des Alors, commentaires. effectivement, il y a quelques questions, notamment sur les marchés publics. Isabelle demande si on a des exemples de clauses de marchés publics. Alors, bah, effectivement, on a de nombreux exemples ciblés. Après, on pourra en reparler par la suite du webinaire si vous souhaitez ou vous avez un besoin précis sur un segment de marché identifié. Mais ça peut aller de l'intégration de clauses sur des enfin, sur un marché dédié au mobilier urbain, sur quand on a une restauration collective gérée en régie par une commune, intégrer les clauses zéro plastique relatives aux interdictions réglementaires. On a également pas mal de choses qui se font sur les fournitures de bureaux, sur les espaces verts, enfin de nombreux marchés publics qui sont dans lesquels vous êtes nombreux à intégrer des clauses. Donc voilà, on ne peut pas lister exhaustivement aujourd'hui, mais en tout cas, n'hésitez pas par la suite du webinaire à me poser la question directement si vous avez un besoin en particulier. Nous, pour compléter, au niveau de l'information qui nous est remontée, il ne me semble pas qu'on ait des exemples de clauses. Mais peut-être je laisse Stéphane et Benjamin me contredire si vous avez souvenir d'en avoir vu, mais il ne me semble pas. Après, pareil, nous, on peut avoir des exemples à donner autres que dans le cadre de cette étude-là. Donc, on pourra compléter si besoin. Stéphane, tu allais intervenir? Oui, non, juste peut-être dire qu'on a un exemple. Alors, est-ce qu'il rentre précisément dans ce cadre-là? Je ne sais pas, mais l'exemple de la ville de la commune de Valbonne, qui a mis en place un cahier des charges incitatif dans le cadre de l'organisation des manifestations. Donc Valbonne, c'est 300 manifestations par an, hein, donc c'est important, et qui contractualise en fait avec les professionnels qui vont intervenir et qui vont devoir en fait respecter une charte qui signe à l'engagement, notamment avec le fait d'être responsable des déchets qu'ils vont générer et il faudra repartir avec. Donc ça, c'est un point qui est assez important, assez incitatif. Et puis la mise à disposition, évidemment, de tout le matériel nécessaire pour venir justement compenser ou remplacer l'usage d'éléments plastiques dans le cadre des manifestations. Donc ça, c'est un exemple qui est et qui est détaillé d'ailleurs que chacune et chacun pourra retrouver dans le détail complet du rapport. Ensuite, Merci. on a Étienne qui rappelle effectivement le frein central sur l'objectif 2 dont on est tous conscients. Ça, c'est quelque chose d'homogène depuis les trois évaluations qu'on conduit auprès de vous tous depuis 2019. On sait très bien qu'il y a voilà, un besoin de financement conséquent sur certaines actions de prévention et de diminution de l'usage des plastiques. Donc ça, on a bien identifié l'info. Ensuite, on a une question de Laurence sur les points d'eau accessibles. Alors non, Laurence, on n'a pas fait de cartographie régionale sur où sont précisément placés les points d'eau. Par contre, on a la visibilité grâce à l'enquête. Je laisserai les collègues de Circulab compléter, mais grâce à l'évaluation, là, on sait quelles sont les communes, les intercommunalités, enfin les acteurs en tout cas, qui ont répondu oui à la question et qui parfois ont complété leur réponse. On pourra faire une analyse plus fine sur ce sujet-là.
Ouais, j'ai rien rien à rajouter, je pense là dans l'immédiat, si ce n'est confirmer ce que tu viens d'évoquer, et dire que la répartition des points d'eau, elle est assez hétérogène Mm. selon l'espace public. Est-ce que c'est de l'espace public? Est-ce que c'est de l'ERP? Il faut aussi garder en tête que c'est une obligation réglementaire dans les espaces, les ERP de plus de 300 personnes, d'avoir un point d'eau accessible et visible par tranche de 300 personnes. Donc, on n'a pas cette finesse d'analyse entre ce qui est de l'ordre aussi de l'obligatoire et du volontaire. On a quelques informations complémentaires et j'étais en train de vérifier dans le rapport le type d'informations qu'on a, mais je ne pense pas qu'on parvienne à vous donner beaucoup plus de détails là dans l'immédiat en tout cas. Et enfin, on a Tatiana donc de Trans-en-Provence, la commune de Trans-en-Provence, qui effectivement rappelle à quel point il est important que l'échelle intercommunale travaille avec l'échelle communale sur le sujet notamment des actions induites dans l'axe 3, gestion, valorisation des déchets. Donc effectivement, on voit bien que ça, c'est un vrai sujet. Mieux les choses sont construites en collaboration entre l'échelle intercommunale et l'échelle communale, mieux on avance sur les territoires. Après, vraiment, les chartes, elles ont été construites de la manière à ce que chacun puisse s'engager dans les actions pour lesquelles il est compétent. C'est-à-dire, on ne va jamais demander à une commune de mettre en place une action pour laquelle elle n'aura pas de compétence et inversement, l'idée, c'est que l'intercommunalité, évidemment, mette en place les actions pour lesquelles elle est compétente, mais pas celles dont elle n'a pas la compétence sur son territoire. Tout à fait. Voilà. Et juste si je peux finir avant qu'on passe la parole à la Ciotat, comme l'a dit Justine à l'instant, on a reçu, mais comme tous les 2 ans, on a vraiment collecté une somme d'informations hyper conséquente grâce à toutes vos réponses. Donc n'hésitez pas, là on a 1 heure pour vous présenter globalement les résultats, mais on peut avoir beaucoup plus de détails si vous le souhaitez à la suite. Moi je serai disponible voilà, pour tout, si vous vous posez des questions plus détaillées sur une action très ciblée. Et le rapport aussi est très détaillé déjà également. Et Stéphane partageait effectivement le site Watermap. Alors moi, je ne connais pas celui-ci, mais il y a plusieurs sites qui référencient les points d'eau accessibles au public. Donc n'hésitez pas aller sur ces sites et à noter et renseigner les points d'eau que vous pourriez avoir au niveau de vos communes ou même en tant que citoyenne et citoyen identifiés. Donc peut-être avant de laisser, hop, on va donc laisser la parole à Sandra, coordinatrice de l'Observatoire de l'environnement et chargée de mission environnement, que vous aviez vu, il me semble, aussi à l'occasion de l'événement du mois de juin. Encore merci Sandra d'être présente. Peut-être une petite phrase. Sachez que dans le rapport que vous allez donc télécharger, nous avons en fin de rapport présenté et on va dire détailler les actions entreprises par plusieurs acteurs publics. Donc, il y a évidemment la ville de La Ciotat. On a également donc la ville de Sainte-Maxime, le département du Vaucluse, la ville de Valbonne, la métropole de Toulon et au niveau de la région d'Apt, c'était le CIRTOM de la région d'Apt. Donc voilà pourquoi on a décidé de faire ces présentations à la fin d'actions. C'est vraiment pour avoir déjà, on a voulu avoir une représentativité d'acteurs. Donc c'est-à-dire avec le syndicat, avec la métropole, avec la ville, et puis aussi avoir une diversité d'actions qui étaient représentées. Donc vous les trouverez en fin de rapport. Et ceci étant dit, on laisse Sandra présenter les actions pour la ville de La Ciotat. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup à l'ARB et au cabinet Circulab en fait, de nous donner aujourd'hui la parole pour témoigner de nos démarches. Donc, effectivement, comme vous le voyez sur l'affiche, on est au recensement INSEE. Nous sommes sur une commune de 37 000 habitants, commune la plus à l'est de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Et nous passons à plus de 90 000 habitants en période estivale, juste pour reposer le contexte. Donc, évidemment, la quantité de déchets est très corollaire du nombre de personnes présentes sur le territoire. Donc, on essaye d'agir tout au long de l'année, mais il y a des problématiques spécifiques qui se posent l'été. Donc, nous sommes en fait signataires des 2 chartes déchets plastiques. Bien sûr, plage sans déchets plastiques. On est une commune du littoral et Méditerranée sans déchets plastiques depuis 2022.
Et la ville, en fait, c'est ce que nous permettent de faire les chartes, hein. Nous progressons d'année en année par les différents paliers qui nous sont proposés dans ces chartes. Et petit à petit, nous développons éminemment la transversalité, le lien aux citoyens du territoire, qui est essentiel, en fait, si on veut agir efficacement pour lutter contre ce fléau des déchets plastiques. Et donc, nous avons la chance d'avoir à La Ciotat, depuis la dernière mandature, donc depuis 2020, un élu qui est dédié donc à l'environnement. Et ça, c'est une nouvelle fonction qui a été décidée pour justement amener l'approche transversale et systémique, territoriale, parce que l'environnement est éminemment transversal et le sujet des déchets est éminemment transversal. Et dans ce cadre, parallèlement, la ville s'est dotée, a créé, plus exactement, c'est en 2021, donc après Covid, vous voyez, donc on a signé les chartes juste après, un observatoire de l'environnement, un outil qui est donc aujourd'hui présidé par Monsieur Martinez depuis 2023. Cet outil, donc je suis la coordinatrice, vise vraiment à faire le lien entre à la fois la ville, ses élus, ses services en transversal et les acteurs du territoire, que ce soit les associations environnementales jusqu'aux citoyens. Et dans ce cadre, nous amenons des concertations finalement, ou on anime différentes actions de concertation, des ateliers éco-citoyens par exemple, une fois par mois sur des thématiques ciblées. Et on a eu l'occasion d'amener le sujet des déchets déjà dans plusieurs d'entre elles. Des ateliers qui réunissent toujours entre 40 à 60 participants, voire 80. Parfois, il nous arrive de faire des conférences aussi en faisant intervenir des experts. Et donc, de plus en plus, on crée un réseau d'acteurs du territoire à qui l'on demande, en fait, au-delà d'écouter une simple conférence, c'est surtout de s'impliquer dans les projets. En fait, on veut tester avec eux, d'une part, les projets existants sur le territoire, donc on veut tester leur appropriation, mais aussi on veut être à leur écoute. Et ce sont des ateliers qui sont animés en intelligence collective pour leur permettre de s'exprimer et de proposer des actions d'amélioration des pratiques. Et si je reviens sur le sujet donc des déchets plastiques, nous avions fait par exemple l'année dernière un atelier qui s'appelait Ici commence la mer. Donc ce sont des ateliers en soirée pour être disponibles et avoir le maximum de participants. Et cet atelier a réuni une cinquantaine de personnes entre autres dans les conclusions, il ressortait l'enjeu de récupérer ces déchets, notamment dans les valas de La Ciotat, qui sont nos cours d'eau. Et donc, c'est ici qu'avaient commencé à émerger des idées de l'intérêt des filets de récupération de déchets, filets Polystock, etc., ou d'autres marques. Et donc, la ville de La Ciotat, à l'issue, en fait, hein, tout est recensé dans des comptes rendus publics. On a un portail de l'Observatoire de l'environnement. Tout est public. Cela permet donc à Monsieur Martinez, bien sûr, des échanges avancés avec Monsieur le maire et les autres élus municipaux pour ensuite décider d'une mise en œuvre des actions. Donc, on est sur une phase amont pour faire naître et émerger des actions vraiment à l'écoute, en fait, un vrai dialogue territorial en approche systémique. Et donc, c'est vrai que cet outil prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. C'est grâce à cet outil qu'on est en train d'avancer vraiment globalement une transition écologique plus, plus systémique et plus territoriale. Donc, je voulais vous parler en premier de cette initiative qui fait l'objet donc d'une fiche dans le rapport de l'Arbre. Et la deuxième action sur laquelle je voulais revenir, c'est un projet sur lequel on travaille activement en ce moment, depuis septembre 2024, avec une association environnementale donc, qui est le CPIE Atelier Bleu Côte Provençale, que nous avons la chance d'avoir sur la commune, qui est notre principal partenaire associatif avec lequel on travaille sur le sujet des déchets et des déchets plastiques en particulier. Euh, Nous travaillons ensemble sur un projet visant à réduire et à supprimer idéalement les déchets plastiques et les déchets, réduire les déchets tout court sur les marchés forains de la commune. Nous avons démarré ensemble donc un projet. Donc, ce projet fait l'objet aussi de soutien financier de la région et de l'ADEME, puisqu'il se tient en deux phases. Sur une première phase, il a été testé l'année dernière et jusqu'à juin de cette année pour toucher en fait les usagers du marché.
aller plutôt à la rencontre des usagers et comprendre via aussi un accompagnement du laboratoire en psychologie sociale de l'Université d'Aix-Marseille. Il y avait tout un protocole spécifique, précis, d'enquête qui a été établi et testé sur le marché durant plusieurs mois par le CPE Atelier Bleu. En lien aussi avec les placiers de la ville de La Ciotat, hein, puisque c'est un projet qui est éminemment transversal entre l'environnement, qui pilote, qui suit le projet de réduction des déchets, et le service commerce et artisanat. Et donc, dans cette phase 1, le projet visait à être à l'écoute en fait, des usagers, de comprendre quels étaient les freins pour aller ne plus utiliser en fait, de sacs plastiques ou apporter d'autres solutions type leurs propres contenants réutilisables. Et ensuite, sur la phase finale, ils ont testé une armoire à consignes avec le principe que vous voyez sur la photo. Le principe qui a été utilisé pour l'instant était de tester des bocaux en verre pour voir comment réagissaient les citoyens. Et dans ce cadre, il y avait également l'approche psychologique sociale dont je parlais était intéressante. Ils ont amené l'approche artistique également, c'est-à-dire pour vraiment interpeller le citoyen sur le marché. Il y a eu un lancement du projet avec une démarche artistique. C'était une projection en fait donc juste au pied de la mairie, en plein milieu du marché, devant la mairie, une projection de La Ciotat, des plages de La Ciotat à 2050, jonchées de déchets plastiques et de déchets tout court, mais de déchets plastiques beaucoup. C'est comme ce qu'on retrouve le plus, et de mégots. Et donc, en fait, il y a eu vraiment une troupe qui a mené au cœur du marché cette vision-là, su- avec des débats, avec des échanges et le fameux questionnaire. Et en clôture du projet, cette fois-ci, c'était une déambulation théâtrale au cœur du marché avec une compagnie pareil qui était à la rencontre et au contact direct des gens pour aller dans leur quotidien, les questionner et les percuter en fait sur le réutilisable VS versus jetable. Et en fait, tout ceci amène à créer une émulation vraiment très intéressante entre un regard que peut avoir une commune, la perception des usagers eux-mêmes et ensuite la mise en œuvre des leviers. Et donc, nous avons démarré depuis la semaine dernière, avec toujours l'appui du CPU Atelier Bleu, la phase 2, qui cette fois-ci est tournée sur les forains du marché, pour croiser, en fait. Il suffit pas de faire évoluer l'approche comportementale des citoyens, mais il faut croiser avec les forains eux-mêmes, les professionnels. Et cette fois-ci, ils vont être plus dans une démarche de diagnostic, d'évaluation de leurs déchets. Donc, on va être sur une strate de certains forains pour mener en fait là aussi un test, hein. Ce sont des tests, hein, ces démarches. Et ensuite, le but de ce diagnostic est de leur proposer un accompagnement sur toute l'année 2026 jusqu'en novembre à la réduction de leurs déchets, en particulier des déchets plastiques, en leur proposant des solutions et ensuite en les aidant à monter en compétences en fait, en leur faisant comprendre qu'il y a vraiment des économies d'échelle à faire à leur niveau et qu'on sera tous gagnants. Donc il s'agit de croiser finalement la vision du consommateur, de l'usager avec celle du professionnel avec une animation territoriale grâce à l'aide très importante d'une association du CPIE parce que la ville toute seule aujourd'hui ne serait pas assez calibrée pour le porter seule. Par contre, ça va nous permettre de donner tous les éléments et on est à leur côté, voilà, vraiment, on travaille en bonne intelligence avec des réunions régulières, mais ça va nous permettre aussi de faire remonter cette problématique jusqu'au plus haut niveau de nos élus et de Monsieur le maire pour ensuite véritablement décider, on y va, on veut un marché zéro déchet plastique. Voilà la démarche. Donc voilà, Merci beaucoup Sandra, bravo pour cette approche à la fois merci. terrain, systémique et multi-parties prenantes. Et donc là, à la fois la partie concertation et tout ce qui concerne les marchés sont précisés sur deux des fiches en fin du rapport. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste 8 minutes. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps peut-être de prendre vos questions, soit vos questions à Sandra, soit vos questions à Claire Il y a ou quelques questions ouais, par moi-même. rapport à la Ciotat, donc peut-être on enchaîne là-dessus. Puis Parfait. effectivement,
Du coup, Sandra, tu as une question sur l'Observatoire de l'environnement, à savoir comment vous arrivez à mobiliser les citoyens. Est-ce que vous vous basez sur une fréquence régulière d'ateliers? Et une deuxième, comme ça tu pourras enchaîner sur la deuxième réponse. Quels sont vos financements, soutiens financiers sur le projet marché globalement? Voilà, c'était ça. Et puis, troisième question, est-ce que le syndicat des forains est impliqué dans l'expérience? Donc, je te laisse répondre aux trois questions déjà, peut-être. Oui. Alors, sur l'Observatoire de l'environnement, en fait, je constitue une base de données spécifique et des actions spécifiques à l'Observatoire en allant au contact des citoyens, soit en tenant, par exemple, des stands à l'occasion d'événements en lien avec l'environnement qui se tiennent tout au long de l'année, que j'ai identifiés sur la commune. Je suis aux côtés des associations elles-mêmes, tout dépend les thématiques, mais ça me permet en fait de vraiment présenter ce que l'on fait, de parler des ateliers qui vont suivre. En moyenne, on fait entre 5 et 6 ateliers par an, donc c'est pas tout à fait tous les mois, mais parce que l'été, voilà, par exemple, on n'en fait pas. On fait plutôt une conférence grand public en juillet pour clôturer la première, premier semestre. Et donc, petit à petit, bah, j'ai une base de données que je gère de contacts. J'ai une RGPD spécifique, c'est adossé à la ville, mais je gère un fonctionnement très spécifique. C'est un outil qui a été véritablement décidé en 2001, donc par Patrick Boré à l'époque, qui avait créé l'Observatoire de l'environnement et un observatoire de la santé et de la qualité de vie. Ça faisait vraiment suite au Covid de se dire on veut se doter d'outils qui nous permettent de connaître mieux notre territoire. Et ensuite, donc pour revenir sur l'environnement, dont je suis la coordinatrice, moi j'ai rejoint la collectivité depuis janvier l'année dernière, vraiment pour animer cet observatoire, parce qu'il y a effectivement un besoin d'animer, de dynamiser, d'être en lien permanent entre les citoyens, les acteurs, les services, de pousser cette transversalité. Et petit à petit, bah, c'est un réseau qui se crée. C'est des acteurs qui reviennent, c'est des thèmes qu'on nous soumet, qu'on veut nous proposer de mener. Donc voilà, petit à petit, il y a une dynamique et un dialogue territorial qui se crée. Et nous n'avons pas de subvention spécifiquement sur cette action. On essaye d'en trouver, puisque pour l'instant, c'est un portage purement municipal. Je parle de l'observatoire. Sur la deuxième question, s'il y a quelle était la subvention? En fait, sur la première phase de l'étude Mon marché zéro déchet avec le CPE Atelier Bleu, il y a eu un cofinancement de l'ADEME au titre d'une expérimentation avec Bernard Vigne, hein, je ne sais pas s'il est connecté aujourd'hui, s'il peut éventuellement, s'il veut compléter. C'était une expérimentation qui intéressait l'ADEME de croiser l'approche en psychologie sociale, usagée et professionnelle, et ainsi que de la région. Euh, mais je me souviens plus en fait de quel guichet spécifiquement. En tout cas, c'est une subvention tripartite avec le CPE Atelier Bleu qui est également en autofinancement. Et sur Et la il y a phase 2, forain, pour terminer, le tour de table n'est pas terminé. Pour l'instant, la ville de La Ciotat s'est engagée à soutenir déjà 2025. Bon, les arbitrages pour 2026, il y aura un nouveau dépôt demande de subvention 2026 qui va être fait. Et désormais, l'idée était aussi de questionner la métropole. Parce que sur le projet marché zéro déchet, la métropole d'Aix-Marseille-Provence on a eu des échanges, bien sûr, ils sont très intéressés par la méthode. Et dernièrement, on a la ville d'Aubagne, par exemple, qui nous a aussi contactés, bah, toujours avec l'aide du CPU Atelier Bleu, qui serait demandeur de mener une action similaire. Donc peut-être que la métropole pourra y venir et l'ADEME et la région toujours possiblement intéressés, mais les tours de table ne sont pas finis. Pour l'instant, on a une visibilité jusqu'à fin 2025 sur cette deuxième phase. et pardon si du coup tu as répondu, mais sur le syndicat des forains. Alors non, je n'y ai pas répondu. Ok. Justement, sur le syndicat des forains, pour l'instant, en local, le CPE n'a pas on n'a pas travaillé ce lien-là. On est plus à travailler avec le service commerce, artisanat et les placiers. Par contre, c'est dans le groupe de travail, il y a un groupe de travail de la région GT Zéro Plastique, animé par Madame Chevalier, Martine Chevalier, que nous en parlons très régulièrement. Et la métropole elle-même accompagne les communes de la métropole à réduire leurs déchets d'activité économique. Nous avons eu un webinaire de la métropole où le syndicat au niveau national était présent
et ils sont extrêmement intéressés par la problématique. Donc, ils sont demandeurs à intégrer, ça va sans doute faire partie des prochaines étapes sur 2026, de les intégrer à nos travaux et aussi aux travaux de la région, puisque la région souhaite pousser un travail d'un document à disposition des communes pour accompagner chaque commune sur le sujet vraiment des déchets des marchés forains, avec une méthodologie à 360. Donc, Effectivement, on est juste je rebondis, Sandra, puisqu'on est ensemble au groupe de travail. Donc, ce groupe de travail, il a bientôt 2 ans maintenant. Il est piloté par le service mer et littoral et le service déchets de la région sud. Donc, la ville de La Ciotat participe, au même titre que la ville d'Aubagne, et de nombreuses autres collectivités. Mais si vous êtes intéressé par cette problématique particulière, n'hésitez pas à revenir vers moi à la suite du webinaire. On pourra tout à fait vous inclure dans la boucle de ce groupe de travail qui, à terme, effectivement, enfin, devrait produire donc une boîte à outils et peut-être vraiment voilà, des accompagnements. Alors, on n'est pas encore sur de l'accompagnement financier, mais voilà, tout est en discussion. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre sur la table toutes les problématiques rencontrées sur ce sujet-là. Merci en tout cas, Sandra. Merci beaucoup, Sandra. J'espère que vous avez trouvé réponse à vos questions. Il nous reste une petite minute pour clôturer, pour pas qu'on vous mette trop en retard, toutes et tous. Claire, je vais peut-être te laisser. Alors oui, il y a juste Monsieur Borghi qui demande la parole depuis un Ah moment oui, maintenant. Alors pardon. Monsieur Borghi, si vous pouvez poser votre question, je vais vous permettre de parler. Si vous pouvez, voilà, être assez bref et puis après on clôturera effectivement. Normalement, vous devriez pouvoir activer votre micro. On ne vous entend pas. Sinon, n'hésitez pas à poser votre question sur le chat. On y répond d'ici la fin du webinaire, peut-être, parce que là, je vois que votre micro est censé être activé, mais enfin, moi, je vous entends pas. Justine non plus, hein. Non. Non. Je vous propose de poser votre question sur le chat, comme ça sera plus simple, peut-être. Du coup, moi, j'en profite effectivement pour vous présenter les dernières informations concernant la mission régionale zéro déchet plastique. Donc, on continue avec la région Sud et l'ADEME là, à construire le plan d'action pour l'année prochaine. Donc, ça me semblait intéressant que vous sachiez qu'a priori, donc, on va, comme chaque année, travailler sur des sujets spécifiques à enjeu, qui sont notamment ressortis de vos réponses à l'enquête, tout ce travail d'évaluation. Donc, on va travailler à nouveau sur la restauration collective, même si c'est une thématique qu'on avait déjà traitée enfin, durant plusieurs années, mais ça reste central pour vous. Donc, on devrait retravailler sur le sujet restauration collective et aussi suppression des plastiques dans le portage des repas à domicile. Également, la thématique sur les plastiques dans les espaces verts, qui est une thématique pour le coup que nous n'avons pas encore traitée depuis 2019 et qui semble être un besoin pour vous pour mieux identifier notamment les solutions ou les expériences de diverses collectivités qui ont travaillé sur le sujet. Et enfin, donc on poursuivra, parce que comme on vient de le dire avec Sandra, on poursuivra le travail sur les marchés forains pour accompagner donc le groupe de travail régional qui est piloté par la région Sud. Et enfin, dernière information importante, là je fais appel à vous pour diffuser la charte régionale zéro déchet plastique auprès des établissements scolaires puisque c'est une cible. Nous avons actuellement une dizaine d'établissements qui sont engagés dans la charte, mais nous n'avons pas travaillé spécifiquement à l'accompagnement, à la diffusion de la charte auprès des scolaires. Et c'est ce que nous souhaitons faire là dans les mois qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à la suite du webinaire. De toute façon, je reviendrai vers vous au niveau des communes et des intercommunalités notamment pour diffuser ce dispositif auprès de vos écoles. On va travailler effectivement aussi avec les départements pour les collèges et évidemment la région auprès des lycées. Merci beaucoup Claire pour ces prochaines étapes. Si vous avez des questions, donc j'ai remis les coordonnées de Claire. Monsieur par-dessus, j'ai bien aussi noté votre demande auprès de Claire. S'il y a des questions complémentaires sur voilà, des détails d'action, etc., n'hésitez pas à contacter Claire ou à nous contacter. Encore merci pour votre présence aujourd'hui. Merci également de nouveau pour vos réponses. Et puis, bah, bon courage pour la suite. Monsieur Borghi, si vous avez réussi à allumer votre micro,
n'hésitez pas. Et sinon, je vous propose qu'on... Effectivement, je crois qu'il y a un petit bug, mais Monsieur Borghi, je vous recontacterai par téléphone ou par mail juste après, voilà, pour répondre à votre question. Il y a juste une dernière question de Madame Sonnante, je vois, pour les scolaires. Effectivement, on cible tous les établissements scolaires, donc de l'école primaire, collège, lycée. Donc, moi, je suis intéressée si vous souhaitez travailler avec moi pour engager vos établissements de vos territoires, quels qu'ils soient, ça sera avec plaisir. Et Euh, Monsieur Henry, on va voilà, noter pour celles et effectivement. ceux qui ont demandé des Et documents. merci à tous et merci à Circulab également de m'avoir accompagné tout au long de ces mois Avec de grand plaisir. labeur. Voilà. Avec grand plaisir, gros travail, Voilà. mais voilà, je sais pas si c'est que le début. En tout cas, bravo pour ce qui a été réalisé et je pense qu'il y a encore beaucoup de belles choses à accomplir. Bonne continuation Et au revoir, à et merci bientôt. beaucoup pour cette opportunité. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir.